Parlons de la saga Underworld. Et il y a quand même des choses à dire sur la saga Underworld. Donc on a le premier film qui sort en 2003, le deuxième film, donc Underworld 2, qui nous sort en 2006, on a le troisième qui sort en 2009, Underworld et le soulèvement des Lycans, on a le quatrième opus, Underworld Nouvelle Ère, qui sort en 2012, et on a un cinquième opus, le dernier à ce jour, Underworld Blood Wars, qui sort en 2016. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une évolution de l'industrie du cinéma américain entre 2003 et 2016 qui est assez conséquente quand même. Donc c'est là que c'est intéressant d'analyser la saga Underworld, c'est comment la saga a réussi à évoluer avec son temps, et surtout, est-ce qu'elle a réussi à évoluer avec son temps? Et ça, c'est la question qu'on va se poser. Mais on va commencer, du coup, à parler d'Underworld, donc qui est porté par l'actrice Kate Beckinsale, du coup, qu'on a vu aussi dans le film Van Helsing avec Hugh Jackman. Je sais pas si vous avez vu le Van Helsing avec Hugh Jackman, si vous l'avez pas vu, je vous le conseille 1000 fois, il est absolument fabuleux, je crois en plus que j'ai le Blu-ray là, attendez. Voilà, le Van Helsing, voilà, à cette époque-là, Kate Beckinsale, elle est un peu habituée aux films de vampires et de loups-garous, mais pour le coup, celui-ci, il est quand même assez extraordinaire visuellement, donc si vous l'avez pas vu, c'est de Stephen Sommers d'ailleurs, je crois. Incroyable celui-ci. Donc voilà, Kate Beckinsale donc, qui porte la saga Underworld, et qui fait ça de manière assez divine, j'ai envie de dire, puisque elle arrive vraiment à incarner un personnage, cette espèce de vampire un peu émo, qui traque les Lycans et les tue sans pitié, et franchement, elle est hyper convaincante dans le rôle, pour le coup. Une évolution technologique, je suppose, pas forcément. Justement, ça qui est intéressant, c'est que je parle pas forcément d'une évolution visuelle, mais la manière dont Hollywood va percevoir les franchises, tout ça, c'est ça qui est intéressant d'analyser. Un vampire émo en 2003, c'était la mode à l'époque, tout à fait, et c'est ce que j'allais dire, c'est que là, on est vraiment sur l'après Matrix, donc on est vraiment sur un film qui va récupérer ces codes-là, c'est-à-dire fusillade au ralenti, tenue tout de cuir vêtu, on filme la nuit, dans la pénombre, il y a pas de... Après, c'est un film de vampire, vous allez me dire, ils vont pas être en plein soleil, mais... Donc on est quand même sur ce style très Matrix, et vous allez voir que le gap entre le premier et le cinquième film est assez incroyable, et c'est là qu'on voit que la saga va vraiment se calquer sur ce qui fonctionne en fonction de l'époque où ça sort. Mais là en 2003, ce qui fonctionne c'est Matrix, donc effectivement on va visuellement en tout cas se calquer sur la saga Matrix, et ce serait pas une logique de toute façon que ça se fasse, puisque on est sur des films ultra populaires à l'époque, c'est ce qui fonctionne au cinéma, donc Underworld, ça ne raconte pas la même chose que Matrix, mais du coup, visuellement, on est sur du Matrix. Un petit retour des vampires émo serait la bienvenue. Ah ben ça, après, effectivement, ça serait... Ouais, bah, c'est plus ça maintenant, les vampires, on est sur on est sur un truc un peu plus romance, quoi, c'est plus romancé. Il y a une romance dans Underworld, hein, mais on est sur une romance un peu différente, quand même. Donc oui, on est quand même sur une saga premier degré, hein. On n'est pas sur de l'humour, il n'y a pas de second degré, ou de... Voilà, on traite le sujet sérieusement, c'est la guerre des vampires contre les loups-garous, qu'ils appellent les Lycans, du coup, dans cet univers. Un univers qui est d'ailleurs ultra touffu, puisque il y a une mythologie qui est ultra dense, je trouve. On va vraiment travailler justement cette mythologie, on va y venir, mais entre les Lycans, comment ils sont nés, comment ils sont arrivés sur Terre, les vampires, on a une vraie hiérarchie à travers la société des vampires, donc c'est hyper intéressant ça à voir. On a des personnages très forts dans le premier notamment. On va avoir Victor, donc qui est le chef incontesté des vampires, un petit peu l'extrémiste du groupe, puisque pour lui, il faut être un sang pur, il faut être un vampire, 100% vampire, il n'y a pas à avoir de Lycans dans les clans, tout ça, c'est un peu comme ça qu'il voit le truc. On a Selene du coup qui est jouée par Kate Beckinsale, qui est l'héroïne. On va avoir Lucian aussi, qui est le chef des Lycans, et qui est un personnage très intéressant, parce qu'on aurait pu mettre beaucoup de manichéisme dans la saga, on aurait pu se dire les vampires sont les gentils et les Lycans sont les méchants. Il n'y a pas vraiment de gentils, il n'y a pas vraiment de méchants en fait finalement. On est sur une saga et une histoire assez subtile dans la manière dont on va amener ce conflit, c'est-à-dire que on va avoir les vampires contre les Lycans, et on va avoir des points positifs et des points négatifs dans les deux camps. Par exemple, voilà, le souci des vampires, c'est qu'il y a une hiérarchie dans la façon dont ils sont représentés à l'écran. Et dans leur univers en tout cas, c'est crédible parce que on a une vraie société des vampires qui vit en parallèle de la société des humains. Et d'ailleurs ce qui est intéressant dans le film, c'est qu'à aucun moment on va savoir où se déroule l'histoire, on n'a pas le nom de la ville, du pays, on sait pas, on voit quasiment pas d'humains, donc c'est très intéressant parce que les humains sont complètement, en tout cas dans les 3 premiers films, les humains sont quasiment effacés, et ça c'est quand même assez intéressant parce qu'on pourrait se dire,
ce qui est intéressant dans les films de vampires, c'est de mêler les humains à tout ça, et ils vont le faire à partir du 4e film, mais sur les 3 premiers, on est vraiment concentré sur cette histoire de guerre entre lycans et vampires, et du coup, donc on a cette hiérarchie chez les vampires, qui est donc portée par des aînés, donc on a 3 aînés, c'est-à-dire Victor, on a Marius aussi, je crois, et on a... j'ai oublié le nom de la 3e, c'est une vampire, je sais plus comment elle s'appelle, mais du coup on a 3 aînés, et c'est ces 3-là, du coup, qui vont en fait se relier les uns après les autres pour diriger cette société vampire, et en fait ils vont se mettre en espèce d'hyper-sommeil pendant 1000 ans, et puis en plus se faire réveiller avec du sang, tout ça. Quand tu goûtes le sang de quelqu'un, bah, tu vois ses souvenirs, donc en fait quand ils sont réveillés par un aîné, ils vont voir tout ce qui s'est passé sur les 1000 dernières années, donc du coup ils vont être au courant de ce qui s'est passé pour reprendre le flambeau, donc en gros ils récupèrent le dossier quoi entre guillemets, et c'est hyper intéressant du coup parce qu'on a vraiment un lore qui est hyper bien construit autour de ça, on a des objets mythiques, des clés, des épées, on a des noms qui reviennent, voilà, il y a un truc qui se passe. Et on a du coup le personnage de Lucian, donc qui est le chef des lycans. Et en fait, l'histoire à la base de cette guerre entre lycans et vampires, elle vient du fait que Victor a assassiné sa propre fille, enfin en tout cas a condamné à mort sa propre fille parce qu'elle est tombée amoureuse de Lucian et qu'ils ont failli avoir un enfant ensemble. Et comme Victor est évidemment très porté sur le sang pur et sur la pureté de la race vampire, il était inconcevable pour lui de laisser sa fille avoir un enfant un peu hybride, et ça va être justement tout le questionnement de ce film-là. Non seulement le questionnement du film, mais aussi le questionnement du personnage de Lucian. Est-ce qu'il est possible d'avoir un hybride entre lycan et vampire? En tout cas, c'est sa mission dans le film, réussir à trouver quelqu'un qui peut être à la fois vampire et à la fois lycan. Et ils vont trouver cette personne-là, qui va être un humain, donc Michael, qui va être mordu par Selene et par Lucian, du coup, et qui va devenir un hybride, aux grandes dames, évidemment, de Victor Le Pen, qui ne veut pas d'avoir de mélange de race, et qui refuse catégoriquement que sa lignée soit cassée par des vieux chiens mouillés que sont les loups-garous. Donc le chat. Après, il y a des vampires filmés de jour, il y en a un petit peu à l'époque du premier Underworld avec la trilogie Blade. Alors, moi je me souviens du premier Blade qui est filmé avec les scènes de jour où t'as les vampires quand l'écran total sur le visage, c'est quand même relativement ridicule. Donc pour le coup, autant filmer de nuit, hein, c'est quand même pas plus mal. Ce qui est intéressant, c'est que les deux camps, c'est nuancé entre les personnages malgré cette hiérarchie. Oui, tout à fait, en fait, il y a vraiment une... Bizarrement, en fait, c'est un film qui est... on est sur du cinéma popcorn un peu populaire, mais on a un truc qui est très peu manichéen, je trouve, par rapport à l'histoire, c'est-à-dire qu'on a tout autant envie que il y a des vampires qui attirent notre attention, mais il y a aussi des lycans où on se dit, c'est pas bête ce qu'ils font, tu vois. Donc, c'est quand même intéressant par rapport à ça. C'est quand même assez politique, je trouve, comme histoire, parce qu'on a effectivement les vampires qu'on peut aller mettre en parallèle des aristocrates, par exemple, ou des gens de la haute, en tout cas, puisque ce sont des êtres qui vont vivre dans des châteaux, qui vont être raffinés. On a souvent des plans où Selene, elle passe un hall où t'as plein de vampires qui sont habillés un peu avec des habits d'époque, qui boivent dans des verres à vin. Donc on est quand même sur des gens très raffinés chez les vampires, hein. On a cette hiérarchie qui fait qu'on a envie de rester entre nous parce que on est une élite et on veut rester une élite, donc pour rester une élite, il faut rester entre gens purs, entre guillemets. Et de l'autre côté, on a les lycans qui vivent complètement en sous-sol, quoi, qui vivent dans les égouts, qui sont en mode survie parce qu'ils se font traquer par les vampires depuis 600 ans. Et du coup, on a vraiment cette différence-là entre, en gros, les riches et les pauvres, quoi, finalement. C'est comme ça que le truc est construit en parallèle de l'histoire, quoi. En tout cas, c'est comme ça que ça nous est montré. On a les riches, on a les pauvres, on a les riches qui veulent rester riches, et on a les pauvres qui aimeraient bien sortir des égouts et faire un peu mieux, quoi. Sauf que bon, évidemment, là, les pauvres, en l'occurrence, quand ils se transforment, ils bouffent tout le monde, donc c'est un peu compliqué, mais... Bref, et effectivement, en tout cas, le point fort du film, ça va être ça, mais ça va être aussi l'univers visuel qui est, je trouve... Justement, on a ce côté très gothique qui est vraiment très bien représenté. Toutes les règles de ce monde, effectivement, comme je vous ai dit, sont hyper intéressantes. On a envie de s'intéresser à cette histoire parce qu'il y a un lore qui est vraiment posé et qui est super pertinent. Et on a ce côté, j'ai toujours trouvé très fascinant cette histoire d'hybride, et j'ai toujours été fasciné par le personnage de Lucian, parce que justement, toujours été un peu d'accord avec lui en mode, il faut trouver un hybride, il faut essayer que tout le monde se mélange, parce que finalement, c'est comme ça qu'on peut avancer, quoi. Pour que ça avance, il faut que chacune des espèces se connaisse, et pour ça, il faut peut-être quelqu'un qui les réunisse, et quoi de mieux qu'un hybride qui soit à moitié vampire, à moitié lycan. Donc c'est hyper intéressant, et c'est hyper galvanisant quand on a l'hybride qui se transforme et qui justement devient ce monstre un petit peu unique. C'est hyper galvanisant comme scène.
Je trouve que Lucian est le personnage le plus intéressant probablement parce qu'il est le personnage principal du préquel. Tout à fait, mais on va y venir au préquel bien sûr, hein, c'est le 3e opus. Je suis d'accord, les décors et les accessoires sont vraiment bien faits pour l'époque. Effectivement, ouais, les flingues, on a les flingues qui sont hyper bien faits. On a chacun a des balles un peu spécifiques, il y a des balles en nitrate d'argent, des balles en UV aussi qui sont très, très bien fichues. Selene elle a des armes un peu différentes, elle va avoir des espèces de frisbees coupants et tout ça. Enfin, il y a plein de trucs, il y a plein d'armes un peu intéressantes, donc c'est quand même très bien fichu. Les costumes sont superbes aussi. Et j'aime beaucoup l'idée d'un hybride vampire-lycan, ça change de l'hybride vampire-humain. Oui, tout à fait, effectivement, mais c'est ça qui est hyper intéressant pour le coup. C'est ce côté hybride qui vient amener le film, et en fait, pendant tout le film, on est là, est-ce qu'ils vont y arriver? Et s'ils y arrivent, on a hâte de voir le résultat, et pour le coup, le résultat est pas super décevant, moi je trouve. Hein. On a un rendu visuel qui est plutôt cool, l'hybride est assez convaincant visuellement, quoi. Donc, du coup... Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Bah après j'ai pas grand chose à rajouter sur le premier opus, pour moi c'est le meilleur de la saga, ce qui est un peu logique pour ce genre de saga, évidemment le 1, il y a toujours un peu cet effet de surprise, donc on est sur quelque chose de super intéressant parce qu'on découvre les personnages, on découvre l'univers, et on a quand même hâte parce que le film se termine sur un cliffhanger quand même, où on voit du coup du sang qui vient réveiller le deuxième aîné qui est donc Marius je crois, et qui sera du coup le grand méchant de Underworld 2, et qui sera une espèce de vampire, donc du coup Marius qui est le premier vampire de l'histoire, donc il sera le grand méchant de Underworld 2, et qui est une espèce de chauve-souris géante avec des ailes, donc c'est assez rigolo quand même. Là pour le coup le maquillage est un peu moins réussi, et c'est du coup sur ça qu'on va passer à Underworld 2 du coup, Underworld Evolution pour être exact. Et effectivement c'est intéressant parce que Underworld 2, donc il est moins réussi quand même que le premier, je trouve qu'il va chercher des choses différentes, mais il tourne un peu plus en rond, c'est beaucoup moins impactant comme histoire que le premier, mais c'est intéressant de se dire qu'est-ce que sont devenus ces personnages et qu'est-ce qui va se passer maintenant, donc rien que pour ça le film est quand même pas mal. Mais ce que j'aime beaucoup dans ce film, c'est que vraiment il vient encore plus étoffer le lore de tout cet univers qu'est Underworld, avec la rencontre d'Alexander Corvinus, donc Alexander Corvinus donc, qui est le créateur entre guillemets des vampires et des lycans, puisque l'histoire veut que Alexander Corvinus soit un humain qui ait résisté à une épidémie hyper grave, très mortelle, et du coup son corps a fini par se transformer, par muter. Je crois qu'après il a fait des gosses du coup, et les gosses sont devenus, il y a eu un vampire et un lycan. Et donc le vampire en question, c'est du coup Marius, qui est le méchant de ce second opus. Et en fait, ce gars-là, Alexander Corvinus, est encore en vie à l'époque de Underworld, donc le gars, genre, est tout aussi vieux et immortel que les vampires et les lycans, sauf que c'est ni un vampire ni un lycan, puisque c'est c'est la source originelle, quoi. Et le film va s'appeler Underworld Evolution, puisque Selene va goûter le sang de ce gars-là, donc Alexander Corvinus, et ça va la rendre beaucoup plus puissante, elle va pouvoir résister aux rayons ultraviolets, elle va gagner en puissance, et ça va d'ailleurs être le moteur des prochains films, cette espèce de vampire amélioré que tout le monde va convoiter. Mais là pour l'instant on est vraiment sur la suite du film où justement Marius s'est réveillé, il sait ce qui s'est passé, donc il sait que Selene a tué un des aînés, donc Victor, et donc il va traquer Selene parce que c'est la seule à savoir où est cachée la prison de son frère, donc le loup-garou, qui n'est pas un lycan puisque il l'appelle un loup-garou puisque c'est le seul, enfin c'est un les premiers loups-garous justement, c'était des bêtes, des espèces de gros chiens qui pouvaient pas se retransformer en humains, quoi. Alors que le lycan justement, c'est un humain qui peut se transformer à volonté. Et donc il va chercher son frère, donc le loup-garou, et il va d'abord chercher Selene, puisque c'est elle qui a l'emplacement de la prison de son frère, qui a été enfermé par Victor à l'époque. C'est un gros bordel. Et du coup, en fait, il va s'en suivre évidemment tout un prétexte pour avoir des batailles entre vampires et loups-garous, encore une fois, mais avec beaucoup moins Enfin, c'est beaucoup moins spectaculaire pour le coup. On est sur quelque chose de beaucoup moins... Ouais, travaillé, je trouve, globalement. On a des scènes intéressantes, tout ça, il y a des bonnes scènes d'action et tout, hein. Il y a une scène de course-poursuite qui est super cool et tout, mais ça fonctionne moins bien quand même, pour le coup, le Underworld 2. Ouais, il y a des scènes moins lisibles, on va dire que les scènes d'action sont moins lisibles, et l'histoire est quand même moins intéressante, donc Underworld 2 ça fonctionne bien en tant que suite, mais là on se dit bon, est-ce qu'il y a vraiment besoin d'avoir encore une suite? Et c'est là que c'est intéressant, puisque Underworld 3 n'est pas une suite directe, mais du coup un préquel, et il va raconter du coup l'origine de la guerre entre les lycans et les vampires, et je trouve que c'est un des
pour moi c'est le second meilleur film après le premier, parce qu'on est vraiment sur... en fait la saga va prendre un virage inattendu. On va repartir 600 ans en arrière, on va suivre le personnage de Lucian, donc le personnage principal, enfin celui qui est censé être l'antagoniste du premier film, et on va justement comprendre pourquoi Lucian s'est rebellé contre les vampires et comment s'est créée cette guerre entre vampires et lycans, quoi. Donc c'est quand même intéressant parce que on a plus... Alors du coup on n'a plus Kate Beckinsale en tête d'affiche, donc c'est une nouvelle actrice qui la remplace, donc puisque à cette époque-là du coup le personnage est enfant, donc on va pas reprendre ce personnage-là. Et en fait le personnage qu'on voit, le personnage féminin sur l'affiche, c'est du coup la fille de Victor, donc qui est le chef des vampires, et en gros, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, en fait, Lucian et cette fille-là, donc la fille de Victor, ils vont tomber amoureux, ils vont faire un enfant, en tout cas elle va tomber enceinte, et Victor, en fait, il va pas l'accepter, il va sacrifier sa fille, et c'est ce qui va faire naître la guerre entre les lycans et les vampires, parce que Lucian ne va pas accepter que Victor ait tué sa propre fille, et donc l'amour de sa vie, et donc il va se rebeller contre les vampires, parce qu'à la base, les lycans sont les esclaves des vampires, c'est-à-dire que Victor a conservé la race des lycans dans son château, mais enchaînés, donc comme des esclaves, pour faire les basses besognes, donc les travaux, les machins, tout ce que vous voulez. Et donc à la base, les lycans et les vampires travaillent ensemble, entre guillemets, puisque les lycans sont les esclaves des vampires, sauf qu'au bout d'un moment, il va y avoir la goutte de trop, ça va être le meurtre du coup de l'amour de Lucian, le chef des lycans, le premier des lycans, donc le premier loup-garou à pouvoir se transformer en humain, et du coup il va y avoir la guerre qui va se déclarer à cause de ça, et le film va nous raconter l'origine de cette guerre, et c'est super intéressant parce qu'on a évidemment des décors médiévaux, on va avoir un château qui est très bien fichu. Alors les décors sont limités, on est sur un château, forêt, on a un village à un moment donné, mais ça suffit en tout cas pour placer l'intrigue, pour comprendre les personnages, pour faire avancer l'histoire, et on est sur un préquel, donc l'idée c'est pas forcément de faire avancer la saga, mais de l'étoffer, de la comprendre un peu mieux, et encore une fois dans ce désir d'aller booster le lore de ce truc là, qui je trouve, franchement quand j'ai revu les films, je me suis dit, c'est quand même assez incroyable le détail qu'ils vont mettre, on a des détails tout aussi précis que dans Le Seigneur des Anneaux, que dans Harry Potter, on est sur un truc qui est très bien travaillé, je trouve, en termes de personnages, de continuité, enfin, il y a un truc qui se passe, quoi. Malheureusement, derrière, on est sur des films qui sont bien, mais qui sont pas extraordinaires, donc ça fonctionne moins bien, et puis on est sur un cinéma qui est pas tout public, donc effectivement, on est réservé à une niche, un peu, donc c'est effectivement. Donc le chat, qu'est-ce que vous me dites ? Très classe quand même, comme ennemi Marcus, bien plus que Victor. Ah, je sais pas, parce que moi j'aime bien Victor, parce que j'adore l'acteur. L'acteur c'est... Attendez, je vais vous le citer, l'acteur de Victor. C'est Bill Nighy, du coup, qui a joué... c'est celui qui joue David Jones dans Pirates des Caraïbes. L'acteur qui joue Victor. Donc je trouve que l'acteur est assez intéressant pour que ce soit... pour qu'il porte le rôle convenablement. Après, Marcus, ouais, il y a un côté plus fantastique, c'est sûr. Parce qu'il se transforme, tout ça. Donc ce deuxième volet explique que les vampires et les lycans font partie d'une même espèce. Oui, tout à fait. C'est rigolo parce qu'on est vraiment sur un aspect très politisé, je trouve, de la saga, puisque à la base, on a deux espèces qui se battent, mais qui sont de la même lignée en fait, qui viennent de la même personne, de ce fameux Alexander Corvinus, du coup, qui a contracté ce virus, qui a transformé ses cellules souches, et qui a donné vie du coup à deux espèces différentes, les vampires et les lycans, mais qui fonctionnent en fait différemment, malgré le fait qu'ils viennent du même arbre, entre guillemets. Donc oui, c'est ça qui est assez intéressant, c'est qu'en fait, on est sur le principe de guerre un peu inutile, genre on se bat, mais finalement, on a un peu les mêmes valeurs, quoi. Et ça rejoint un petit peu pas mal de guerres qui vont se jouer dans notre monde à nous. Donc c'est là que c'est intéressant, en fait, pour le coup. Il y a très peu de manichéisme, c'est que justement, on a deux espèces qui se font face, mais qui se ressemblent beaucoup plus qu'elles ne le croient, quoi, finalement. Mais qui ont été séparées par des années, des décennies de différence de classe. Au final, on en revient toujours à la même chose, c'est-à-dire que c'est cette différence de classe qui va les séparer et qui va faire qu'ils vont se faire la guerre pendant des siècles et des siècles. Même si ça a commencé avec ce film-là, où on comprend comment la guerre est née, et où on comprend finalement que les lycans, c'est peut-être pas forcément les méchants du truc, alors que justement, c'est ce que le premier nous fait croire, c'est ce que Célène croit dans le premier, où elle dit qu'elle tue des lycans depuis des centaines d'années, mais elle-même ne sait pas pourquoi finalement, alors que là on se rend compte que les lycans sont tout aussi victimes que certains vampires, quoi. Rien que d'entendre que les lycans se rebellent contre les vampires, ça suscite un peu ma curiosité. Non mais franchement, oui, les 3 premiers films sont à voir, hein. Pour le coup, c'est très intéressant. Parce qu'on a justement, et en plus c'est pas juste les lycans qui se rebellent parce que ce sont des lycans, on a tout un peuple esclave finalement des vampires, parce que même littéralement, ce sont les esclaves des vampires, les lycans. On pourrait croire qu'ils vont se rebeller à cause de ça, mais la goutte d'eau qui fait déborder le vase justement, c'est que il y aurait pu potentiellement avoir cette union entre les vampires et les lycans à travers cette histoire d'amour entre Lucian et donc la fille de Victor, mais même Victor lui-même est tellement dégoûté par le fait que sa lignée soit
fois sali par les lycans qu'il va aller sacrifier et condamner à mort sa propre fille. Ça a été la goutte d'eau pour Lucian, et là du coup il va rameuter tous les lycans avec lui, et c'est parti pour la guerre quoi. La manière dont c'est raconté, c'est quand même assez cool pour le coup. Alors, Émilie qui me demande est-ce que selon moi les films ont bien vieilli. En vrai oui, bizarrement je trouve que le premier vieillit beaucoup mieux que le dernier qui est sorti en 2016. Bah, en fait il y a un travail entre... toujours pareil, entre pratique et numérique, qui fait que bah, le film vieillit bien parce qu'il va pas aller sur du 100% numérique, et du coup ça fonctionne bien quand on a des lycans qui sont transformés grandeur nature avec des vrais poils, des machins, ça fonctionne bien quoi. Mais là où je trouve que ça a bien vieilli, c'est que visuellement je trouve que ça a de la gueule, ça a de l'identité, et c'est ce qui manque justement aujourd'hui aux films, aux blockbusters qui sortent au cinéma, c'est que ils ont plus d'identité visuelle, et on en revient à Sinners, c'est pour ça que Sinners cartonne autant aux Oscars, au cinéma, tout ça, c'est parce que on a eu un blockbuster qui est sorti et qui a eu enfin une identité visuelle, et ça n'était pas arrivé depuis assez longtemps quoi. Donc pour le coup, ce qui est intéressant dans Underworld, c'est que ça vieillit bien dans le fait que ça a une identité visuelle assez forte pour que on arrive à le dater et qu'on se dise effectivement le film fonctionne bien parce qu'on arrive à le dater. Là où ça fonctionne moins bien, c'est que les deux films suivants, donc le 4 et le 5, ils vont moins bien fonctionner parce qu'ils ont 15 et 10 ans, je crois, un truc comme ça. Et pourtant, bah, ils ont moins bien vieilli parce que, là, pour le coup, on a beaucoup plus de mal à les dater, quoi. Donc c'est pas évident. Donc voilà, donc ce troisième film, cette espèce de virage que prend la saga avec ce préquel, c'est assez intéressant, je trouve. Et le film est vraiment bien, je trouve, ce Underworld, le soulèvement des lycans. Pour le coup, on peut même commencer par ce film-là. Vous pouvez même regarder ce film-là tout seul, ça fonctionne aussi. Y a pas besoin d'avoir vu les films d'avant, hein. Les personnages sont tout aussi... on arrive à les comprendre sans les avoir vus dans le premier film, donc on peut même commencer par ce film-là. Et voilà, pour l'instant, on est sur une saga qui est assez intéressante, je trouve. En tout cas, une trilogie qui se tient, qui est pas extraordinaire, mais on est sur le même principe que La Momie, par exemple, où on a un lore assez... intense, des scènes d'action assez bien fichues et une histoire assez intéressante avec des personnages et des comédiennes et comédiens qui fonctionnent bien pour se dire les films fonctionnent et les 3 films sont bons quoi. Donc là on a 3 films Underworld qui fonctionnent bien. Ensuite on passe, donc ça c'est sorti, Underworld le soulèvement des lycans, c'est sorti en 2009. Et en 2012 du coup on va reprendre là où on s'était arrêté avec le deuxième film puisque sort Underworld 4 Nouvelle Ère, du coup, qui va donner suite directe au second film, du coup, et on va, du coup, réintroduire le personnage de Selene, puisque là, on revient sur la période moderne, entre guillemets. Donc, du coup, Underworld Nouvelle Ère. Donc, là, on passe un cap. Déjà, je trouve visuellement, en termes de, de cinéma, de ce que veut raconter le film, de ce qu'il montre, de comment il est fabriqué, on passe un cap par rapport aux 3 précédents films, où on avait vraiment encore cet aspect très début des années 2000, même sur le soulèvement des lycans, qui date pourtant de 2009, on avait encore un travail très rustique, entre guillemets. Là, déjà, on essaye de moderniser un petit peu la saga avec cette modélisation en 3D de beaucoup de personnages, c'est-à-dire qu'on va déjà commencer à vraiment modéliser les lycans en 3D. Malheureusement, je trouve, moi après, voilà, parce que pour moi ça fonctionne moins bien. Là, dans le film, on va avoir un lycan géant, tu vois, un truc de 3 mètres, donc ça va être un truc full CGI. On va avoir un montage beaucoup plus nerveux qui va rappeler un peu les films d'action du coup des années 2010. Visuellement, c'est pareil, on a un côté... C'est bizarre parce que ça se passe dans la même ville, ça se passe de nuit les 3/4 du temps, mais on a complètement perdu le côté gothique, je trouve, parce qu'on n'est plus en 2003, on est en 2012, et que du coup, le côté gothique, il a complètement été écarté de l'aspect artistique des films. Donc on est sur une ville beaucoup plus moderne, visuellement. On est vraiment sur un film qui, qui, moi, je trouve, vieillit moins bien, quoi, parce qu'il est beaucoup moins impactant visuellement, quoi. Voilà. Après, l'histoire est pas dégueulasse, donc on va suivre l'après, on est directement, quasiment après le second film, donc on a Selene et Michael, du coup, donc Selene la vampire et Michael l'hybride, qui vont tenter de s'échapper, puisque, en fait, les humains vont découvrir l'existence des vampires et des lycans, et c'est intéressant, c'est le seul truc intéressant de ce film-là, c'est que pour une fois, en fait, les humains vont être au centre de l'intrigue, contrairement aux 3 précédents films, et du coup ça va être la guerre évidemment entre les humains et les lycans et les vampires. Du coup les humains vont se greffer à la bataille, et évidemment les humains, quand ils ont un prétexte pour exterminer toute une espèce, ils s'en privent pas, donc évidemment ça va être la chasse à la sorcière, enfin aux vampires littéralement. Ils vont chasser les vampires, les lycans, et tenter de les exterminer les uns après les autres, et du coup Selene et Michael vont tenter de s'échapper, sauf que Michael meurt, Selene se fait capturer et se réveille 12 ans après, enfin elle a été congelée dans une espèce de tube cryogénique pendant 12 ans, elle se fait libérer par un monstre, par une personne, on ne sait pas qui c'est, et donc elle se rend compte qu'il s'est passé 12 ans à un clin d'œil, que Michael est mort, et que du coup elle a une fille, et donc c'est sa fille qui l'a libérée.
donc sa fille du coup qui est sa fille avec Michael, et du coup sa fille qui est une hybride comme Michael, et du coup elle va tenter de la retrouver et essayer de comprendre ce qui se passe, et elle va se rendre compte que finalement c'est pas vraiment les humains qui sont les ennemis, c'est encore une fois les Lycans, et c'est un peu le souci du film je trouve, c'est que je trouvais super intéressant le fait de mettre les humains sur le devant de la scène, de se dire ça y est, c'est plus les Lycans contre les vampires, c'est les Lycans et les vampires contre les humains, donc on aurait pu enfin, après 3 films où on utilise ce parallèle entre Lycans et vampires, où justement ils peuvent réussir à s'entendre parce qu'ils viennent de la même espèce, tout ça. On aurait pu se dire, bah tiens, les Lycans et les vampires vont enfin se mettre ensemble pour se battre et essayer de survivre contre les humains. Mais en fait, on se rend compte que pas du tout, le film fait totalement marche arrière, et en fait, les humains, enfin les gens qu'on pense être des humains dans le film, sont finalement des Lycans qui profitent de cette extermination pour tenter de prendre le dessus. Donc en fait, on a le film le plus manichéen de la saga, où les Lycans sont des simples méchants qui veulent tenter d'exterminer les vampires, et on laisse complètement de côté les humains en plein milieu du film, donc c'est vraiment dommage je trouve, parce que c'était vraiment bien fichu cette histoire. On perd beaucoup en subtilité je trouve, ça c'est vraiment dommage. Pour l'instant les points forts de ces films là, c'était justement, étrangement, malgré leur production et ce qu'ils étaient et comment ils étaient vendus, qui faisaient preuve de pas mal de subtilité dans leur récit. Là on perd totalement la subtilité, et ça... c'est dommage quoi. Et effectivement plus moderne et plus moche, mais c'est le souci en fait. Là on est en 2012, donc on est en plein dans l'ère Marvel, donc on est dans l'ère ultra numérique, on n'est plus du tout dans l'ère Matrix du début des années 2000, on est vraiment dans l'ère Avengers, tout ça, donc ça fonctionne moins bien visuellement, en tout cas chez les vampires. Maintenant, le film n'est pas déconnant non plus, c'est-à-dire que j'aime bien me dire que c'est intéressant d'être parti sur de nouvelles bases, même si au final ils font marche arrière. Au moins le début on se dit, ça sent pas le réchauffer quoi, on part sur un nouveau truc. Maintenant comme je vous ai dit, là on commence à avoir des Lycans qui font 3 mètres de haut, donc on a des monstres géants, donc ça devient un peu folklorique quoi, ça devient un peu différent, et c'est un peu dommage je trouve. Donc c'est vrai que ce Underworld Nouvelle Ère est pas forcément mauvais, mais pour l'instant c'est pas le meilleur, mais il sera quand même beaucoup mieux que le dernier opus de la saga, qui est Underworld Blood Wars, qui est sorti en 2016, qui est sorti un peu dans l'indifférence générale quand même, pour le coup je crois que ça a fait un gros bid au box-office ce truc là, je me demande même si c'est pas sorti directement sur Netflix, mais Underworld Blood Wars du coup ouais, qui va encore une fois suivre la continuité de la saga, puisque c'est quand même... Je trouve que c'est un des points forts avec cette saga. Ce qui est intéressant avec cette saga, c'est que contrairement à beaucoup d'autres, au moins elle assume ce qu'elle est, et elle va suivre son histoire jusqu'au bout, ce qui est extrêmement rare je trouve aujourd'hui dans les sagas. C'est-à-dire que là, du 1er au 5e opus, on a une vraie continuité en termes de personnages, en termes de ce qui s'est passé avant, c'est-à-dire qu'on assume tout ce qui s'est passé avant. Les personnages sont les mêmes, on comprend qui ils sont, tout ça. Là, pour le coup, ça, on peut pas enlever ça à la saga, c'est que elle va être dans la continuité de... Enfin, en tout cas, ce Blood Wars va être dans la continuité de ce qu'étaient les 4 précédents films, en tout cas, va suivre le lore et l'histoire de ce qui s'est passé avant. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que, ça, je vous l'ai pas dit, mais au début de chaque film, on a un résumé des films précédents. Et ça, c'est assez intéressant, je trouve, parce que l'idée, évidemment, c'est de prendre les spectateurs en cours de route, de dire, bah tiens, si je vais voir Underworld Blood Wars, j'ai un court résumé des 4 précédents films, je peux suivre le truc, quoi. Évidemment, tu t'attaches beaucoup moins aux personnages parce que tu les connais moins. Ça, c'est quand même assez intéressant de se dire qu'à chaque début de film, on a un résumé du film précédent. On est vraiment sur un aspect très série, finalement. En tout cas avec ce 5e film. Ouais, du coup, ce que je vous dis, c'est que le premier opus, du coup, va se rapprocher beaucoup de Matrix visuellement, parce que c'est la mode à ce moment-là. Le 4e, on est en 2012, donc il va aller lorgner vers Marvel, donc on va être sur des gros monstres, des aspects très numériques, des batailles un peu dans des villes très modernes. Et le 5e, il va lorgner du côté de Game of Thrones, puisque le 5e sort en 2016, donc on est en pleine époque Game of Thrones, hein, c'est la série numéro 1 au monde, et on est vraiment sur un aspect hyper Game of Thrones par rapport à ce que va raconter le film, à ce que va nous... Enfin, en tout cas, à ce qu'il va nous montrer en termes d'évolution d'univers. On va être sur un truc beaucoup plus fantastique, ce qui est assez paradoxal puisqu'on est déjà sur du fantastique vu qu'on est sur des Lycans contre des vampires, mais là où à une époque ça rentrait dans une certaine modernité, là en fait ça recule, c'est-à-dire que là dans le film on a Selene qui va arriver dans un espèce de donjon où en fait il va y avoir des espèces de vampires prêtresses / sorcières, coiffées comme du coup Daenerys Targaryen, parce que tout le monde va être blond platine. On a d'ailleurs tout le casting de Game of Thrones, hein, quasiment, hein. Le grand méchant c'est l'espèce de cousin débile de la femme de Ned Stark, on a le Tywin Lannister qui était là déjà dans le 4e, on a aussi le père de Sam aussi, enfin on a tout le casting de Game of Thrones, donc on est vraiment sur un film qui se dit, mais qu'est-ce qui fonctionne en ce moment, c'est Game of Thrones, on va reprendre les bases de Game of Thrones et les incorporer du coup à Underworld, et ça va créer du coup Underworld Blood Wars, qui est pas dingue là pour le coup, on est vraiment sur un truc quand même qui est très compliqué.
on perd complètement... Là, ça n'a plus aucun sens, hein. La guerre entre Lycan et vampire a plus tellement de sens. On a encore un nouveau méchant qui est Marius, du coup, qu'on n'a jamais vu avant, mais qui d'un coup devient le méga Lycan hyper puissant, qui contrôle toute la lignée des Lycans, on sait pas comment, pourquoi, on sait pas qui c'est ce gars-là, on l'a jamais vu, donc on sait pas. Alors que Lucian, on savait que c'était le chef, puisqu'en fait, Lucian, il avait quasiment 1 millier d'années, donc c'était logique que depuis toutes ces années, il contrôlait les Lycans, il en était le chef, mais lui, on sait pas qui c'est. Du coup, en plus, sa transformation, c'est une espèce de... En fait, il se transforme en Lycan, mais il a toujours sa tête d'humain, donc on a la tête de l'acteur en CGI, c'est absolument dégueulasse pour le coup, c'est assez horrible. Et je sais pas, il y a un truc, ça fonctionne pas trop pour le coup, je veux dire, le combat final, c'est quand même les vampires qui se battent contre des Lycans, donc des loups-garous, qui vont débarquer dans la bataille avec des boucliers anti-émeute quand même. Donc on a des loups-garous du GIGN, quoi, c'est assez étrange pour le coup. Et en fait, t'as envie de dire, ils ont ce truc-là, et d'un coup, ils les lâchent. Ils lâchent leur bouclier anti-émeute, ils se transforment en loup-garou, et là ils se font défoncer. À la limite, te transforme pas en loup-garou parce que c'est ton point faible. Reste avec ton bouclier anti-émeute, et puis ça fonctionnera très bien comme ça, quoi. Sur ce 5e opus, on a vraiment l'impression de tourner en rond, puisqu'on a un film qui est vraiment la parodie de ce qu'étaient les précédents films. Et là où au moins le 4 avait tenté un truc différent, là on est sur la même chose, quoi. Les gens veulent récupérer Selene pour récupérer son sang, pour être puissant. Alors après c'est super, hein, le casting est top, hein. On a Theo James du coup qui joue dans les Divergentes. Moi je suis pas très fan de cet acteur, mais bon il a le mérite d'être là. On a Lara Pulver aussi, qui est, elle pour le coup c'est vraiment la MVP du film, qui joue Semira, donc une vampire très ambitieuse, et qui va tenter de s'emparer des pouvoirs de Selene. Donc en fait la Selene c'est devenu une espèce de mythe finalement. Au début on était sur un personnage un peu qui se mélangeait aux autres, mais qui arrivait à être différente de par son courage, de par sa rébellion, sa manière de se comporter avec les autres vampires, qui arrivait pas trop à prendre parti au final, puisqu'elle voulait sauver Michael, qui était un Lycan, tout ça. Mais là, en fait, on a un personnage qui est devenu... on se dit, c'est le personnage de la saga, on va en faire un personnage légendaire, et donc dans le film, elle va mourir pour ressusciter, elle ressuscite, donc du coup, elle revient dans la bataille finale, sauf que c'est plus la même, parce qu'elle s'est fait des mèches blondes, donc elle s'est fait un tie and die, du coup, elle devient hyper puissante, on sait pas comment, elle arrive à esquiver... je vous dis, en fait, elle a récupéré les pouvoirs de Diablo dans X-Men, c'est-à-dire qu'elle arrive à s'évaporer, à se mettre ailleurs, on sait pas comment elle fait. Donc en fait, on a perdu tout l'aspect vampire, Lycan, très sérieux. Là, ça devient une espèce de gloubi-boulga un peu numérique, un peu teenager. Là, on commence vraiment à lorgner vers le côté un peu teenager, quoi, donc ça fonctionne moins bien. Et la mythologie commence un peu à être bordélique là pour le coup pour la première fois, donc on a un lore qui fonctionne beaucoup moins bien. Et on a un film qui n'a pas vraiment de conclusion, donc on se dit avec cette fin un peu ouverte, il y a forcément des idées pour une suite, mais c'était il y a 10 ans, donc et puis vu à mon avis l'échec au box-office, on va pas avoir de nouvelle Underworld. Je pense que si Underworld revient, ça va être peut-être avec un reboot de la saga ou avec une série à la limite. Je pense que c'est vraiment le film de trop là en l'occurrence. Et moi-même j'ai mis du temps à savoir qu'il existait parce que quand j'étais ado, j'étais très fan du premier, du deuxième. Le troisième est sorti, je l'ai beaucoup aimé, et là je me suis dit putain vivement les suites. Le 4 je l'ai vu un peu tard, et le 5 j'ai appris son existence très très tard, puisqu'en fait le film est complètement passé inaperçu, et je peux comprendre puisque effectivement on est sur quelque chose de beaucoup moins réussi que le premier film qui date de 2003, c'était une autre époque, c'était l'époque où justement ces films là étaient très populaires de cette manière là, et là ça fonctionne moins bien quoi. Voilà pour ce qui en est de la saga Underworld. C'était laborieux, j'ai galéré, je vous avoue. Je pense que ça s'est ressenti, mais j'ai galéré de ouf. À tenter de mettre des mots sur ce que je ressentais, mais c'est pas évident à parler de cette saga-là, parce qu'il y a à la fois beaucoup de choses à dire et à la fois pas grand-chose, donc c'est quand même paradoxal, mais en même temps je voulais quand même en parler, parce que c'est quand même une saga malgré tout que j'affectionne tout particulièrement, parce que je trouve qu'il y a des choses qui sont pas dégueu dans ces films-là. Je trouve que les 3 premiers se valent vraiment. Le 2 est un peu moins bien, mais le premier et le 3e sont vraiment très intéressants. Vous pouvez regarder le premier et le 3e très facilement sans regarder le 2 par exemple. Ça fonctionne très bien. Mais même dans le 2, il y a des choses qui fonctionnent bien. Toute l'intro un peu pareil, on a un flashback, toute l'intro c'est un flashback dans le monde un peu médiéval. On va tenter de comprendre qui sont les personnages des vampires. On a vraiment des films qui tentent de construire un lore sérieux, qui tentent vraiment d'être intéressants dans la manière dont ils vont amener leur univers, qui vont le soigner, qui vont le polir, qui vont essayer de
qui vont le chérir tout simplement, et du coup on y croit vraiment, on a des films qui sont intéressants grâce à ça. Malheureusement le 4, on a un truc qui fonctionne plus ou moins bien, et le 5, on voit que ça essaye déjà de... On est en 2016, donc on est en pleine période un peu nostalgique d'Hollywood, donc on essaye, enfin pas exactement parce que c'est un peu le début, mais on essaie en tout cas de surfer sur les sagas populaires, et on se dit bah tiens, un nouvel Underworld ça va marcher, mais malheureusement, vu que le film est mauvais, ça n'a pas du tout marché, et du coup la saga s'arrête aujourd'hui quoi. Du coup voilà pour ce qui est de Underworld, j'espère que ça vous a plu ce petit récap / critique de la saga, et voilà, écoutez, on est bien là sur Underworld. Du coup la saga Underworld, gros déclin ou petit déclin? Bah moi je trouve que c'est pas un gros déclin la saga Underworld, parce que dans le meilleur des cas, le film le plus réussi, donc le premier, ça va être un joli 14/20 quoi. On n'ira pas plus haut que ça. On est sur des films très popcorn au final. Voilà, on a des choses intéressantes qui sont racontées dedans, mais en fait c'est pas un gros déclin parce que de base ça reste, c'est pas un truc qui est très haut et qui descend très très bas quoi. On est sur un truc qui stagne plus ou moins dans un truc bien, parfois très bien, et ça termine en moyen bien, moyen tiers quoi. Donc en fait on a globalement du 3 étoiles sur 5 sur tous les films, à part le dernier où on va être sur du 2, 2,5. Donc on est sur un petit déclin quand même, parce qu'on est sur une continuité plus ou moins linéaire, on va dire. Même si le dernier se casse un peu la gueule. C'est surtout le dernier je trouve, qui fonctionne pas. Le 4 est pas dingue, parce qu'il assume pas, mais le dernier se casse vraiment la gueule pour le coup. Est-ce qu'il y aura un reboot ou une suite de cette saga? Ben je sais pas du tout pour le coup, c'est ça le truc, c'est que j'en ai aucune idée. Alors, ce serait cool, mais en même temps, je me dis, c'est pas plus mal que ce soit une saga c'est une saga qui appartient à son époque, Underworld, donc laissons-la au début des années 2000, ça fonctionne très bien avec cet univers, avec cet aspect visuel, avec cet aspect très gothique qui fonctionnait très bien à l'époque. Je pense pas qu'on réussirait à en faire un truc aussi bien aujourd'hui. Ça va être fade, ça va être moche visuellement, ça va être édulcoré, ça sera moins bien quoi. J'avoue qu'un film de vampire et de lycan dans un univers style Game of Thrones, ça pouvait avoir de la gueule. Ouais, ils ont tenté, en fait, limite, ça fonctionne plus avec le préquel, donc le 3e opus, puisque là, il va à fond dans le côté un peu médiéval, même si c'est pas vraiment Game of Thrones, hein, mais on est sur l'aspect médiéval, donc épée bouclier, ça fonctionne beaucoup plus, quoi. Garder le visage des acteurs sur les lycans n'était pas une bonne idée, ça fait très déconnecté de l'image que l'on se fait des loups-garous, ouais complètement, mais en fait plus la saga va avancer, plus on va complètement délaisser les loups-garous, autant les vampires ils vont plus ou moins s'en sortir, même en termes d'histoire, d'évolution, mais alors les loups-garous ça va partir sur des évolutions, on va partir sur des loups-garous basiques en fait qui essaient de survivre, à des loups-garous géants de 3 mètres, des loups-garous qui ressemblent à des humains, des mini-loups-garous, du coup les loups-garous ça va complètement partir en cacahuète quoi. J'ai beaucoup aimé la reprise du format déclin de la saga en format live Twitch pour en discuter tranquillement. Bah écoute, merci beaucoup Robin, j'essaierai de m'améliorer quand même parce que là c'était un peu laborieux. Moi je me suis senti galérer un peu quand même. Par moments je me suis senti galérer, donc je vais essayer un peu d'améliorer le format. Et sachant que c'était pas prévu ça, hein. Là sur le live, ce truc là je l'ai prévu, je l'ai mis en place mercredi. Mercredi, je me suis dit, bah tiens, je vais parler d'Underworld, donc... Et ça rentrait dans mon idée de dire, ne prépare pas trop, essaie d'y aller un peu, voilà... à l'affect. Après, le fait qu'il n'y ait pas beaucoup de monde qui ait vu les films, j'ai pas trop pu interagir avec vous dans le chat sur... j'ai pas pu rebondir sur vos avis, en tout cas pas trop, donc ça a été plus délicat, il fallait que je meuble le truc tout seul, mais pour le coup, ça va. Je pense que le prochain, on va peut-être faire les Dents de la Mer, ou un truc comme ça peut être pas mal, ça sera beaucoup plus simple, je pense.